On va se dire les vraies affaires. Avec la pandémie, on s'est privé. On a manqué des petits bonheurs qui nous font tellement plaisir. Chaque année, je vous vante la pizza au homard du Mézeray. C'est un régal haut de gamme que le chef Sébastien maîtrise parfaitement. Tout le monde fait de la pizza, mais personne ne fait la pizza au homard du Mézeray, sauf le Mézeray. Sauce de bisque, ciboulette, zeste, oignon rouge, un quart de livre du meilleur du homard. Indécente, parfaite, inimitable. On la veut, on la mange. La pizza au homard du Mézeray, Mézeray.com. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sur le vocable Parents et Amis. Sur Apple Store, vous pouvez aussi télécharger gratuitement l'application des Balados Parents et Amis. Pratique, facile d'utilisation. Je suis très content aujourd'hui et j'ai le bonheur de recevoir en balado l'excellent journaliste économique Pierre Couture, que j'ai connu quand il œuvrait au Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Gilles. Ça fait longtemps de ça, Journal? Une couple d'années. Ben écoute, ça fait... j'ai été 13 ans au Soleil, moi, comme journaliste économique. Comment ça que j'ai oublié ça, moi? Puis après ça, j'ai été 6 ans chez Québécois. T'as commencé jeune? Ben en fait, oui, on peut dire ça. Moi, je suis arrivé au Soleil en 2001. Après les attentats, là. OK. Et là, j'ai fait 13 ans. J'ai fait beaucoup d'économies, là. C'est là vraiment que je couvrais Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, les sociétés d'État. J'avais eu le mandat de Yves Bellefleur, qui était le rédacteur en chef à l'époque. Il m'avait mis la main sur l'épaule. De ce que je comprends, t'aimais ça? J'ai aimé ça, mais tu sais, Yves Bellefleur était quand même imposant, là. Tu sais, dans une salle de presse, là. Je sais pas si Yeah. c'est déjà... Oui. Comme ça. Et puis là, il dit, écoute, moi, je veux que tu couvres les sociétés d'État comme du monde. Fait que je l'ai fait comme il faut. Puis après ça, le Journal de Québec, Québécois sont venus me chercher au Soleil. OK. Ils ont dit, écoute, t'as du reach, tu parles à la radio beaucoup, viens-t'en avec nous autres. Puis ils m'ont fait une offre que j'ai pas pu refuser. Puis dans le fond, moi, c'était sûr que traverser d'un journal à l'autre, ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Non. Et j'ai été vu comme un je sais pas si c'est un traître Un ou écœurant. un paria. Ça dépend qui Ouais. Mais tu sais, au réfléchissait. Soleil, ça allait pas bien non plus. Là, on l'a su par la suite, là, le journal a fait faillite. Il s'est placé à l'abri de ses créanciers, puis ça a été repris. Puis là, c'est une Ta décision coopérative. était pas mauvaise, finalement. Ben moi, je travaillais au syndicat. En fait, j'étais dans le syndicat. OK. Je savais ce qui s'en venait. Je voyais des gens très désorganisés, la direction de l'époque, là. Uh-huh. Fait que moi, je savais qu'il restait pas grand-chose à venir. Mais t'as pris une décision récemment, il y a une couple d'années, de devenir ton propre boss. Ouais, 2020. Ça prend de l'audace quand En même. janvier 2020. T'as pas l'air de regretter. T'es un gars qui a l'air heureux, puis t'es en train de bâtir avec tes podcasts, Cachemire, tout ça, quelque chose de bien. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Ben moi, écoute, je voyais, tu sais, Québécois, c'est le fun de travailler pour Québécois. Ouais. T'as une puissance. Quand tu sors une histoire là, le matin, là, écoute, c'est 1 million de personnes. Quand t'es dans les 2 journaux, moi j'ai souvent fait Ah le oui. front page du Journal de Québec, Journal de Montréal, TVA, Salut, bonjour et tout. Là, ça explose. Mais je voulais faire d'autres choses. Puis là, j'écoutais Gary V, là, Gary Vaynerchuk, qui est un podcasteur très connu. C'est un gars qui parle beaucoup des podcasts. Puis je sentais qu'il s'en venait quelque chose. Fait que j'ai dit, je vais partir mon podcast sur l'économie. Je vais donner des petites conférences. Puis j'aime ça faire de la radio. Fait que je vais aller faire des chroniques économiques à radio. Je l'ai fait à Choix Radio X. Et tout ça ensemble, ça a fait en sorte que ça m'a donné un élan. Puis là, depuis 2 ans et demi, le podcast est super écouté. Et, Ça monte tout le temps? Ça monte tout le temps. Puis j'ai des annonceurs. Puis j'ai une auditoire qui est fidèle. Donc tout ça fait en sorte que ça amène beaucoup d'eau au moulin. Et c'est très satisfaisant. Puis quand tu prends une décision comme ça, Pierre, t'es quand même il y a un saut dans le vide pareil. Tu te Oui. dis, ça va me prendre des revenus. Au départ, ça part bien, mais t'as comme calculé ton affaire pour avoir quelques Voilà. On pistes fait ça, d'atterrissage. Là, ça devrait marcher. Ouais, faut faire ça intelligemment. Tu sais, je Ouais. conseille pas ça aux gens là, de sauter. Les nerveux. Tu sais, j'avais le gros fonds de pension. Moi, j'étais le gros salaire québécois. Ça allait bien, là. Tu sais, puis... Tes amis t'ont-tu traité de fou? Un moment, au moins? mes amis proches savaient où j'étais rendu dans ma vie. OK. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont déjà fait le saut, eux, puis sont très OK. convaincus. Puis OK. moi, c'était ça. Puis j'étais devenu mon Ils boss. t'ont comme aussi. plus encouragé ceux qui sont proches de toi. Exactement. Tandis que d'autres, un petit peu plus éloignés, des journalistes qui comprenaient pas ce qui se passait, puis qui aujourd'hui sont encore, eux autres... tu travailles pour... Tu sais, dans le fond, quand tu travailles pour des gens, ben... Tu donnes tout ton contenu à ces gens-là, tu sais, dans Oui, le je cas comprends. Québécois. Très tu sais. bien. Alors que là, moi, le contenu, là, je le contrôle sur Tu peux le tout ce qui- monétiser. Voilà. Ce qui est une bonne différence. Et voilà. Donc, tu es ton propre boss. Tu as le site cachemireplus.com. Oui. Si j'en oublie, tu me le dis. Ben ça, tu vois, le site Cachemire Plus, c'est récent. Dans OK. le fond, je donnais tous mes contenus sur des plateformes, puis il n'y avait pas de colonne vertébrale.
Avec cachemireplus.com, là, j'ai tout centralisé là. Donc, c'est le point d'ancrage et ça crée des clics, comme on dit. Ouais. Tu es capable d'aller chercher des revenus. Monétiser, là. OK. Tu es conférencier quand les gens veulent t'entendre. Exact. Tu es analyste financier. Tu collabores encore à Choix tous les jours? Oui, à Choix. Moi, je fais de la radio avec les gens de l'équipe du retour. Ben oui. Donc, je fais 4 heures de radio sur une chaise, mais je suis pas le main. Tu sais, c'est Jean-Claude ou Je comprends. Très bien. JC. Alors, tu sais, je suis là, Mais t'aimes-tu ça, faire ça, être là? J'adore. OK. J'adore. Le contact radiophonique, surtout avec les auditeurs, parce qu'on se fait écrire, nous autres, en temps réel, les gens écrivent. Hein? Ben oui. Puis là, je fais de l'économie Texto, aussi. Ouais. courriel, tout ça, fait que ça te garde très dynamique. Puis en même temps, ben, ça te fait un horaire plus chargé, puis des revenus plus stables dans l'ensemble aussi. Oh non, c'est sûr que là, le monde de la radio, c'est un Ça autre... bouge beaucoup en radio quand même. Écoute, je regarde le line-up de v'là 2 ans, l'année passée, il y a toujours des changements. Puis, je me rappelle d'un patron qui nous avait dit à l'époque où j'étais au 93, mettons en 2015, il avait dit, là, écoutez, il y a telle annonce, puis les changements, c'est fini cette année. J'avais levé la main, j'avais dit, écoutez, moi, Non. ça fait 40 ans que je suis là-dedans, vous pouvez pas dire ça. Ah, c'est incroyable. Tu sais, tout récemment, tu sais, nous autres, on pensait qu'à Choix, là, il y avait une programmation stable pour les prochaines années, oui. puis là, d'un coup, Jeff Fillion s'en va. C'est pas un petit morceau, là? C'est pas un petit morceau. Le gars, il faisait quoi, là? Quasiment 40 parts de marché le midi. Oui, Écoute, il dominait. Complètement. Il domine complètement. Donc, ça change complètement la situation. Mais ça donne des opportunités à certains. Et voilà. Faut le voir comme ça. Écoute, c'est une période très faste en transformation, en bouleversement, en inquiétude de toutes sortes quand on parle d'économie. Puis la pandémie, il y a plusieurs sujets, on va toucher à peu près à tout, mais la pandémie a bousculé nos vies, puis les habitudes fondamentales, c'est ça qui est intéressant. Notre façon de travailler. Tu sais, sans dire que ça avait été stable, ça avait été quand même plus stable que ça l'est maintenant. Puis tu sais, quand c'est arrivé la pandémie, on était tous dans une situation où on se disait, je sais pas si tu l'as vu de même, Pierre, mais couple de mois, puis après ça va revenir. On passait à l'aspect santé, fait qu'on reste à la maison par sécurité. Finalement, il y en a qui ont découvert le plaisir, au moins de la mixité, travail à la maison et travail au bureau. Les avantages, les désavantages. On a une transformation qu'on n'aurait jamais vue aussi rapidement sans la pandémie. Le télétravail. Mais il y a 2 choses qui arrivent, là. C'est parce que là, il y a une pénurie de travailleurs. Et tu as le phénomène de la numérisation de l'économie. Donc, tu as des travailleurs qui, maintenant, profitent du fait qu'en télétravail, puis ils peuvent monétiser. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du chantage, là, entre guillemets. Tu sais, ils peuvent dire, moi, écoute, si t'es pas content, je peux aller travailler l'autre à côté, il m'offre le télétravail. C'est pas juste des menaces, c'est vrai. C'est ça. Donc là, je pense que les employeurs sont à croiser des chemins. T'as pas le choix. Faut que tu sois séduisant. Puis si ton travailleur veut travailler 4 jours semaine à la maison, puis venir une fois au bureau de temps en temps se présenter, ben si c'est ça qu'il veut, t'as comme pas le choix d'y offrir. Là. Puis ça a tellement d'incidence. Prenons juste, on est à Québec ici, là, tout l'aspect local des restaurateurs, de tous ceux qui ont des services. Eux autres, là, quand il n'y a pas de monde dans un bureau, puis il n'y a pas de monde dans un commerce, je parle des employés, ça fait toute une différence. Je pense qu'au niveau de l'urbanisation, on va être obligé de réviser nos affaires parce que même le projet de tramway, là, je sais pas où ça s'en va, mais tout ça est fait dans une logique d'avant-pandémie. L'achalandage dans ce tramway-là va-tu être encore comme il l'était? Toute la façon dont on voit les commerces en haut, tu sais, t'as une tour à bureau traditionnelle, t'as les gens qui travaillent en haut, puis en bas, t'as un resto, t'as un dépanneur. Moi, je regarde à Choix, tout a fermé, les gens ont tout fait faillite. Là. Ben oui. C'est des drames épouvantables. S'il n'y a pas de monde qui circule, puis c'est de même, là, vous autres sur Grande Allée, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, dans le secteur industriel Alliance, beaucoup, là, à côté. Mais c'est à peu près pareil partout. Moi, quelqu'un me disait, ceux qui ont des stationnements, il y en a qui n'ont plus personne dans le stationnement, il n'y a plus d'auto. Tout le monde est touché. Tu sais, il manque à peu près 100 000 logements au Québec, qu'on dit, là, pour répondre à la demande. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de conversions d'immeubles commerciaux, de bureaux en condos. Et, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve ça fascinant ce que les frères Trudel font à Place Fleur-de-Lys. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être l'embryon de quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Défaire des ensembles, défaire des gros stationnements qui ont de la valeur parce que, écoute, c'est de l'espace. Et ils veulent mettre des routes à travers de ça, rendre ça un peu plus 10-30, appelons ça de même. Ouais, ben ça, c'est les problèmes des centres commerciaux de catégorie B ou C. Parce que les A, eux, n'auront pas de problème dans les prochaines années. C'est quoi les A, mettons, par rapport? Les A, c'est Laurier-Québec. OK, les gros. Capitale, les gros, OK. Les gros, Place Sainte-Foy, Place Mais mettons, Place 4 Bourgeois, ça, c'est pas dans les A, là. Là, on s'en va dans le B, dans le C. Un C, donc eux, je pense, avec tout ce qui est en train de se refaire comme monde dans le monde du commerce au détail, tu sais, où tu avais 3-4 magasins d'une chaîne, il y en a un, il va être dans un A.
puis le reste, ben on va les laisser aller. Donc, eux, ils ont vraiment vu l'espace du pied carré comme étant très monétisable. Oui. Puis là, ils vont adapter. Il va y avoir encore du centre commercial, mais il va y avoir un cinéma. Il va peut-être avoir des résidences de personnes âgées. Il va y avoir de la petite maison. Ils vont vraiment, tu sais... Là, il y a une université aussi. Donc, les écoles arrivent dans les centres d'achat. Les garderies vont peut-être arriver. Oui. Il va y avoir Oui. du divertissement, la bouffe. Oui. Donc, les restaurants, mais aussi les Les comptoirs, les épiceries qui vont voilà. être là aussi. Et une des choses qui est un autre corollaire de la pandémie, pendant qu'on en parle des effets, je pense que ça nous a amené aussi à se poser des questions sur le plaisir de profiter de la vie. Quand tu es chez vous, juste pas être dans le trafic, puis tu as l'impression aussi que c'est agréable, tu as des dépenses en moins. On comprend qu'avec l'inflation, il y en a qui sont arrivés, mais tu sais, l'histoire du chalet, moi au début, je pensais que c'était comme, pour en avoir parlé à Martin Desrico, non, il dit, Gilles, c'est pas juste une bebelle, là. Il y en a une gang qui sont achetés un chalet, puis un deuxième chalet, puis un chalet pour l'été, puis un pour l'hiver, puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui avait les moyens, mais il y a beaucoup de gens, sachant surtout que la technologie suit. Oui. Sachant que tu peux travailler, tellement que travailler en Floride, Jeff est un bon exemple, Jeff Fillion. Oui. Il y en a d'autres qui le font aussi. Combien de collaborateurs en podcast, tu le sais? José Arsenault est en Floride. Est en Floride aussi. Quand tu écoutes des gros podcasts aux États-Unis, les plus gros, là, souvent sont à l'étranger. Voilà. Puis toi, avec le Clean Feed, avec tous les liens aujourd'hui, tu as une technologie qui est extraordinaire. Donc, le pourquoi pas ailleurs est vrai. Ça amène une mobilité, une flexibilité qui n'a pas fini de changer, je pense. Oui, les travailleurs sont de plus en plus ouverts. Ils appellent ça du tracance. Oui. C'est une nouvelle tendance. Ben oui. Et on l'offre. Donc, tu vas aller travailler à l'étranger un mois et demi dans l'année. Bon, on va te l'offrir. C'est pas des vacances, là. Tu sais, tu peux un mélange des deux. Tu peux aller louer un condo à quelque part avec ta famille, mais tu restes quand même, tu fais du 9 à 5 avec nous autres ou tu fais les heures que tu veux, là. Mais tu fais tes heures sur semaine. Mais on permet que tu sois en remote, là, à distance. Une chose, Pierre, aussi, qu'on a vu beaucoup, même entendu auprès de nos amis, il y a des gens qui avaient un job qu'ils aimaient un peu, que toi, tu as fait des changements, tu es resté dans la même ligne. Là. Mais il y en a qui ont dit, mettons, peu importe. Exemple, ce que j'ai en tête, c'est 2-3 personnes que je connais qui étaient dans le monde de la restauration, où l'instabilité s'est installée, on ouvre, on ferme, 2 mois fermés, take-out, sacrifice. Il y en a qui ont dit, OK, bye. OK, bye dans le sens où les entreprises et le gouvernement ont dit, écoutez, on va vous aider à vous mettre à jour dans vos connaissances si vous voulez venir travailler dans le monde de la santé. Ceux qui étaient déjà dans le public, donc 1 an ou moins d'1 an ou 1 an et demi, des cours, même souvent payés par l'entreprise. Donc, un switch de carrière, pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui ont fait ça, une mise à jour de leurs connaissances, où vraiment, à 40, 45 ans, on s'en va vers d'autres choses. Oui. Puis ça, on va le voir de plus en plus. Je pense que oui. Ils appellent ça pivoter. Et je pense que c'est une tendance qui va être forte dans les prochaines années. On le voit au Québec, là. Pénurie de travailleurs partout. Tu as 280 000 chômeurs, tu as 80 000 jeunes qui n'ont pas de boulot, tu as 60 000 aînés qui pourraient travailler mais qui ne travaillent pas. Donc tout ça, là, ça fait en sorte qu'il y a 250 000 postes à combler au Québec. Fait que je pense que tu n'auras pas le choix. Les compagnies, les entreprises, va falloir qu'ils offrent de la formation. Mais il va falloir qu'ils pivotent avec leurs employés aussi. Puis quand tu regardes, Pierre, les bébés qu'on fait, on en fait passer, c'est clair qu'on ne pourra pas remplir ces postes-là uniquement par la natalité au Québec. Donc, l'immigration aussi va devenir très, très importante dans les prochaines années. Mais c'est probablement, je pense que M. Legault a mis la table en disant que ça va être son argument de négociation fédérale pour la campagne qui s'en vient, l'immigration, les droits, puis les titres d'immigration. C'est sûr que... Les autres, ils veulent 100% des droits. Là, Ils n'auront peut-être pas ça, mais on comprend quand tu regardes les chiffres. Ouais. D'accord, pas d'accord. Être nationaliste, je pense que la plupart des gens sont nationalistes, sont fiers. Indépendantiste, c'est une autre game, là, mais nationaliste, lui, il dit dans le fond, si on prend les quotas, puis c'est le fédéral tout le temps qui émet, il y a tellement d'anglophones que éventuellement la place du Québec va tout le temps reculer. Parce que c'est plus facile d'apprendre l'anglais et les déboucher. Mets-toi à la place de quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Ah, ben, tu veux pas venir au Québec? Ben, souvent, c'est plus facile. La famille est à Mississauga. Dans l'Est, tout le monde parle anglais ou presque. Dans l'Ouest, ça parle anglais. Au pire, il y a les États-Unis, tu sais, fait on comprend. On peut pas les blâmer de prendre la voie, entre guillemets, facile, surtout après ce qu'ils ont traversé. On peut-tu avoir une... Ça veut pas dire qu'il y aura pas personne au Québec, mais il va falloir être un peu plus sélectif, à mon avis. Je pense que le Québec a actuellement 50% de l'immigration. Il y a le choix, là. Choisir des francophones. Mais Legault, effectivement, veut avoir un 75-80. Donc, la game, elle va être là. Puis moi, je pense qu'éventuellement, il va falloir aussi peut-être augmenter les quotas. La France, oui, il y a beaucoup de Français là, qui veulent venir, mais il y en a qui sont déjà ici, mais qui n'ont pas reçu encore tous leurs papiers. Ça aussi, là, il y a un ménage à faire là-dedans. Là. La paperasse, c'est compliqué. La paperasse, ils sont là depuis 2 ans, 3 ans. Il y en a même qui ont eu des enfants ici, mais ils ne sont pas encore reçus. Ils n'ont pas encore le statut d'immigrant reçu. Ils n'ont pas leur passeport canadien.
qui est navrant quand ça fait des années. Mais là, souvent, ça donne des aberrations. Là. Oui. Dis-moi, parmi les gros sujets, tu sais, quand on dit que c'est une période faste en information, l'immobilier, il faut parler de l'immobilier un peu. Des occasions inusitées, un marché complètement fou, stimulé par le manque d'offres généralisées, donc, et aussi un taux d'emprunt qui était très bas. Là, c'est en train de changer un peu, mais disons que ça a amené quelque chose de complètement fou. Et quand ils ont commencé à parler, je ne sais pas si tu l'as vu de même, mais des taux d'intérêt qui allaient monter, il y en a qui sont garochés pour canner tout de suite, pour pas se faire prendre. C'est peut-être encore le cas, je ne sais pas. Ouais, ben là, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la pandémie, bon, je te dis, depuis un an, là, ce qu'on voyait, c'est des taux d'intérêt très bas et un manque criant de logements. Là. Je te parlais de 100 000 au Québec. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les baby boomers qui devaient vendre leur maison pour s'en aller en RPA, en résidence de personnes âgées, ont décidé, moi, je reste chez nous. À voir l'actualité, moi j'aurais fait pareil. Bon. Quand tu vois que c'est tout croche dans un centre, tu fais quoi? Chérie, on va se faire payer. On va payer quelqu'un à faire le gazon, quelqu'un faire ci, faire ça. On reste chez nous. Ouais. On rénove peut-être. On rénove. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça a diminué de moitié les inventaires disponibles du jour au lendemain. Toi, tu veux me dire, il y a 10 ans, les personnes de certain âge, ils partaient? V'là un an. OK. Tu avais 5000 maisons à vendre dans la région de Québec, maisons condo. Ouais. Tu en as 2500 actuellement. Oh! Donc là, ça fait en sorte qu'il y a une pression. Les acheteurs sont là, tu as les aides. Les millénarios qui sont prêts à acheter, les autres, ils ont un pouvoir d'achat, mais il n'y a pas de produits disponibles. Donc ça fait des surenchères. Là, c'est ça, absolument. Là, on a 50 000, 100 000. Oh, les taux d'intérêt montent. Là. Ouais, mais attention, juste là-dessus. C'est intéressant. Ton point, moi, là-dessus. Les taux d'intérêt montent, mais le besoin est encore là. Il y en a qui ne se logent pas. Ouais. Il y en a peut-être qui vont peut-être dire, on va attendre notre projet, on va aller en appartement. Ça va breaker. Il en manque des appartements aussi. Aussi. Mais là, ça va breaker. Oui, là, on commence à le voir. Parce que là, les hausses de prix étaient de 10, 15, mettons 15 %, là, une couple de mois, là, on est à 10, ça va peut-être breaker encore un peu. Moi, ce que je m'attends de voir, c'est qu'éventuellement, il va y avoir une autre hausse de taux directeur. Peut-être même cette semaine. Ouais, cette semaine. Là, on va être à 1,5. On était à 0,5 là, 2 mois. 1,5, 2, je vois 2,5, 3 le taux directeur à la fin de l'année. Ça change les paiements mensuels quand tu as une hypothèque, hein? Ah ben oui. Pas mal. Parce que là, ton hypothèque était à 2, est rendue à 4,5, là. Si tu es fermé, là, on parle d'un 5 ans fermé. Donc, il va y avoir ça, le variable a bougé aussi. Donc, il va y avoir un impact. Je pense qu'on veut ralentir parce que l'inflation à 8, 9, 10, c'est intenable. Quand tu fais des projections, c'est drôle, Pierre, parce que, mettons que tu payes 750 par mois pour ta maison, ton condo, peu importe. 750 par mois. Puis quand tu as une hausse de même, tu t'es porté à penser, 7,50, ça va monter à 7,60. Non, ça monte pas mal. Quand tu regardes les vrais chiffres, tu dis, hey, ça monte à 8,40. C'est quoi cette affaire-là? Peut-être plus même. Oh oui, dans certains cas. Ça bouge beaucoup, là. T'es passé d'un taux à 2, t'es rendu à 4,5, là. Donc, ton hypothèque, tu avais signé 3 ans, tu arrives à terme, puis ton taux il n'est plus à 1000, il est rendu à 1400, 1500. Wow. Donc, puis, il va avoir un impact. Là. Puis, on a des consommateurs, soyons honnêtes, qui travaillent beaucoup. C'est le crédit qui nous amène de même, Pierre, mais on travaille beaucoup avec des paiements mensuels. C'est ça. J'ai ça pour l'auto, j'ai ça pour la maison, les assurances. Fait que là, tu additionnes, tu dis, oh, OK, là, la maison. Puis là, pendant la pandémie, Gilles, il y a du monde qui ont été acheter des maisons plus loin parce que le gaz n'était pas cher. Puis les prix des maisons étaient comme... Puis Internet rentrait là-bas, on était correct, on peut travailler de là-bas. Là, on revient en présentiel. Là, l'essence, c'est plus 80 ou je sais pas, c'est 75 ou 50 par semaine, mais c'est rendu 100, 120, 130. Donc là, ça scrape des budgets, ça aussi. Fait que là, il y a du monde qui recommence à faire ils se rassoient, puis ils font leur budget. Ils disent, écoute, là, il nous manque... on n'a plus le 400-500 qui était disponible par mois, là. On l'a plus, là. Donc, il y a ça aussi. Là. On a des ménages qui vont être plus serrés dans les prochains mois. Et tant qu'à avoir des variables qui influencent nos vies et l'économie, parlons de la guerre en Ukraine, parce que le fait que... Là, moi, je fais partie de ceux qui se disent, après moi, ça va être plus long qu'on pensait. Là, on a pensé à la pandémie que ça durait 3 mois, finalement 2 ans, puis on est complètement sorti. On pense qu'on est dans une sortie qui ressemble à quelque chose qui serait une sortie. Mais Ukraine, ça se peut qu'on s'enlise aussi comme bien d'autres guerres. Ça faisait le pétrole encore cher pour plusieurs pour un bout, hein? mois. Tu penses ça, toi aussi, qu'on n'est pas sorti de l'auberge? Moi, je pense qu'on va peut-être taper le 2,75, le 3 $ du litre d'ici la fin de l'été au Canada ou au Québec. Mon frère Claude vit en Allemagne. Il dit en termes en canadien, c'est 3,25 le litre en Europe. Exact. 3,25 le litre régulier, là, si tu le mets. Parce que l'autre à 2,9, 2,10 ici à Québec. Fait ça se peut que ça monte, hein? Moi je m'attends, là. J'ai vu les pronostics, c'est JP Morgan. Eux, ils voient le gallon à 6 $ aux États-Unis d'ici la fin de l'été. Il est à 4,50. Fait que c'est encore un 15-20 je regardais encore un matin, ça monte. Donc, le pétrole aussi. La demande, c'est parce que là, on est dans l'été, hein, le driving season, les gens voyagent, donc consomment plus d'essence. Les avions, les voyages sont partis, là. Oui. Les gens repartent en Europe.
Donc ça consommait beaucoup de pétrole aussi, ces avions-là. Donc on repart là, les croisières. Là, ils n'ont pas encore monté les prix tant que ça. Ils ont monté les prix un peu, mais comme ils étaient au sortir d'une récession où les gens ont moins voyagé, c'est normal. Donc, ils veulent être attrayants. Mais on comprend que rapidement, ça va monter. Là, tu as une prime, hein? Ils peuvent te monter une prime sur l'essence comme ça, là. Du jour au lendemain. Tu as signé un contrat, mettons, avec ton agence de voyage. Ils rajoutent ça? Oui. Ah, mais tu sais que c'est inclus, là. Ceux qui nous entendent, qui ont fait venir, mettons, n'importe qui pour un service, plombier, électricien, réparateur de toiture, souvent, tu as une facture, ça va être marqué essence, 15 piastres. Oui. Ils t'ont pas demandé la permission, mais tu sais, ils se disent, écoute, ça n'a pas de bon sens. Tous des camions, c'est tous des F-150, des gros camions. Remplir ça, d'après moi, c'est 200, 250, là. 200 piastres, sans misère. On sort des photos à la radio, là, les entrepreneurs, les gars. Ils sont découragés, c'est sûr. Mais c'est 200 souvent. Mais qui paye en bout de ligne? Tout le temps, le consommateur. C'est le client. Tout le temps. Fait que ça, on va voir effectivement ce que tu viens de dire là, des additions qui sont faites comme ça. Mais là, je vois l'inflation, ça commence à breaker. Là. Aux États-Unis, il y a eu une baisse le mois dernier. Au Canada, on est peut-être encore en haut. Moi, d'après moi, on a atteint le haut. Là. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, sais-tu quoi? Là, on nous annonce 50 points là, de taux d'intérêt qui augmentent. Puis en même temps, pour avoir lu, tu as peut-être vu le même manifeste d'une trentaine d'économistes qui disaient en augmentant de façon générale les taux d'intérêt, on augmente tout, puis là, on vient faire du tort à beaucoup de monde, entre autres les gens de la classe moyenne, parce que dans le fond, il y a un élément circonstanciel. La guerre en Ukraine, c'est sûr que ça risque de durer plus longtemps, mais ça a un impact direct sur les coûts. Puis également, la pandémie qui a amené une surchauffe, puis une surenchère. Tu sais, il y a quelque chose dans la période de temps, Pierre, qui est circonstanciel. Non, on a imprimé 2 fois plus d'argent en circulation là, pendant les deux années de pandémie. Là. Regarde, le gouvernement du Canada est allé s'endetter d'une année seulement 327 milliards. Ils vont avoir doublé la dette. Donc, on a injecté dans le système parce qu'on a tout arrêté. Moi, je pense que c'est là qu'était l'erreur. On a pris panique. On a fermé les économies alors qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Et là, ça a créé en sorte que là, t'arrêtes, tu repars, t'envoies de l'argent au ménage. Qu'est-ce que ça fait? Tu crées de l'inflation. Et l'inflation qui est là, c'est l'argent qui est imprimé par les gouvernements. Je veux dire, le gouvernement du Canada émet des obligations. Il y a juste un preneur, c'est la Banque du Canada qui imprime. Et toi, et Pierre, tu as dû dire 1000 fois, mais dans le fond, l'économie, c'est la consommation. C'est 70-75%. Au total, c'est ça. Alors, mettons que tu as un projet, prenons les gens qui nous entendent, là, tu as un projet, tu avais un projet d'acheter un VR, mettons, ou acheter un chalet ou rénover. Puis là, tu regardes les taux d'intérêt, on annonce des hausses. Tu risques de mettre les breaks, tu vas dire, oh, OK, on va attendre un peu. Ou tu voulais changer de voiture, finalement, ils n'ont pas ce que tu veux, tu dis, on va arranger celle-là, tu essaies de faire arranger, c'est compliqué. Mais autrement dit, la décision, parce que c'est toujours anticipé, la décision des consommateurs de mettre sur pause des dépenses anticipées, là, ça va avoir un impact, tu sais, sur la consommation. Enfin, quand tu dis l'inflation a peut-être atteint son top, parce qu'à un moment donné, s'il y a moins de demandes, il va y avoir une pression vers le bas. Le consommateur, le réflexe du consommateur, lui, il se met en boule. Oui. Là, ce qu'on voit, là, tu vas voir, les vacances vont passer. Les gens se disent, gars, ça fait 2 ans, moi, là, je pars. Je me gâte. On va en dehors, on va revenir. Mais au mois d'août, là, septembre, là, j'ai comme l'impression que l'économie va breaker. Et là, on va voir l'inflation redescendre graduellement. Fait que tu vois pas des taux d'intérêt monter pendant 3 ans, toi. Là, c'est sûr que ça sera pas si long. Ah, ben, tu vois, même Powell, la Banque centrale des États-Unis, la Fed, la semaine dernière, il a dit, moi, ma job, c'est pas de scraper l'économie. Je veux pas qu'on aille en récession. Donc, lui, il va voir là, il voit que les consommateurs se mettent trop en mode pause, ben il va slacker sa hausse de taux d'intérêt, le taux directeur qui a une influence sur tout le loyer de l'argent après ça. Là. Donc, j'ai comme l'impression... Moi, je pense que les banques centrales sont intervenues trop tard. Ils auraient dû débuter leur hausse de taux l'an passé. Quitte à faire un petit point 25 juste pour mettre... Ah non, il y plus que ça. Au mois de novembre, même Clément Gignac, l'ancien... de IA? Oui, économiste de Industrielle Alliance qui est rendu sénateur, l'a reconnu. Et Bernanke, qui est l'ancien président de la Fed, dans son livre qui vient d'être publié, reconnaît l'erreur des banques centrales. Ils sont intervenus trop tard. Donc, puis il n'explique pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'il y avait une commande politique? Parce que là, actuellement, les gouvernements ramassent. Parce que quand il y a de l'inflation comme ça, là, pour les gouvernements, c'est merveilleux. Les taxes rentrent parce que tous les prix ont monté de 10, 12, 15%. Les gens travaillent plus parce qu'ils ont besoin de faire de l'overtime pour se faire de l'argent. Pour faire leur argent? Ton train de vie de l'année passée, cette année, c'est 5000 $ de moins que tu as dans tes poches. Donc, faut que tu le combles. Si tu continues. Ben, si tu vas gruger dans tes épargnes ou tu vas faire de l'overtime, mais tu vas en donner au gouvernement aussi dans l'overtime. Pénurie de travailleurs. Il y a tellement d'overtime qui se fait, il manque de travailleurs.
Fait que le gouvernement ramasse, là, il est content, lui. Mais pas juste les banques aussi. Je regardais les banques, je regardais les compagnies pétrolières, ceux qui sont... Fait que, puis même les compagnies comme Sobeys qui font de l'alimentation. C'est pour ça que quand tu investis dans des titres boursiers, il faut que tu investisses souvent dans des titres où la compagnie est capable de refiler la hausse de prix à ses clients. Je te parle de télécom, les cellulaires. Qui sont presque indispensables pour nous la des bouffe. choses. Tu priveras pas de manger. Le pétrole, c'est les banques, regardez, vos forfaits bancaires n'ont pas baissé. Pourtant, il y a 15 ans, quand ils disaient on va remplacer les gens par des guichets automatiques au départ, Ben oui. on se disait, vous allez voir, vos forfaits bancaires vont baisser. Ça a-tu baissé? Ça n'a pas baissé. Après ça, ils ont dit, on va remplacer les guichets par des applications. Vous allez tout faire en ligne. Oui, OK. Mais t'as-tu baissé mon forfait? Ben non, ça, c'est plus cher. C'est ça aussi, là. S'il y a une bonne nouvelle, si on regarde l'histoire, c'est pas toujours une répétition, mais si on regarde l'histoire, mettons, des 40, 50 dernières années, on se rend compte que quand il y a une récession mondiale, une récession importante, c'est rare que ça dure longtemps. Ça dure pas... C'est 2 trimestres. Une récession technique, c'est 2 trimestres, là. Donc, c'est 2 fois 3 mois, donc 6 mois consécutifs avec une croissance négative. Mais on n'est pas dans une récession mondiale présentement. On l'est pas. Est-ce qu'on va y être, à ton avis? Les États-Unis, au premier trimestre, ont été négatifs. Nous autres, au Canada, on était positifs. Fait que ça nous prendrait 2 trimestres, mais là, je vois que l'économie va quand même bien. Au Québec, on va peut-être avoir un 3, 3,5 cette année. On a eu 6 l'année passée. Fait que les gouvernements ainsi injectent de l'argent là, pour créer, stimuler. Donc, il y a ça aussi. Mais aux États-Unis, là, tu vois, les messages qu'on a, c'est qu'ils vont essayer de stimuler l'économie pour pas aller en récession. Mais ça se pourrait aux États-Unis. Nous, on va être en retard un peu, là, si ça arrive. Juste pour revenir un petit mot sur la guerre en Ukraine, les fameuses sanctions économiques, moi, je n'ai pas l'impression que ça a tant d'impact que ça. Moi, écoute, les Russes étaient prêts. Hein, ils travaillent beaucoup avec les Chinois, les Russes. Oui. Donc, ils sont de l'autre bord. Les crypto-monnaies aussi sont dans les crypto-monnaies. Donc, puis je voyais même l'Ukraine a demandé d'être payé en crypto-monnaie. À un moment donné, ils demandaient de l'aide mondiale. Puis ils disaient, on a ouvert un compte chez FTX, mettez de l'argent dans les cryptos. Donc, tout le monde joue dans les cryptos, mais c'est pas bon les cryptos, mais il y en a une gang qui s'en sont tirés avec ça. Est-ce que tu penses que tu parlais des banques centrales, mais l'impact, monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui se sent égorgé par les prix qui sont très élevés. Fait que je me demande, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, sinon se retraiter, dans le fond? Il y a 2 choses. C'est soit tu es plus productif. Là, on revient Travaille plus, OK, ouais. Qu'est-ce qu'il disait, Lucien Bouchard? Faut travailler plus. Allez travailler! Allez, travailler, Québécois! Les gens ne l'aimaient pas à l'époque, mais c'est ça aussi. Là. Je veux dire, si tu as ton coût de la vie, ça te coûte 5 à 7 000 $ de plus cette année pour avoir le même train de vie que l'an passé, ben tu n'as pas le choix. Là. Tu vas piger dans tes épargnes, soit tu fais ton budget puis tu dis, ben là, je vais couper là. Donc là, c'est vraiment en mode défensif. Ou... Ben, l'offensive, c'est tu travailles plus. Oui, tu vas payer plus d'impôts, mais tu vas avoir plus d'argent dans tes poches. Tu vas compenser la perte de ton du coût de la vie. Là. Ceux qui s'enrichissent le plus, c'est ceux qui ont switché des fonds mutuels à l'immobilier, mettons, il y a quelques années, parce que c'est plus sécuritaire là que... Parce que, évidemment, ça a monté beaucoup la bourse dans les dernières années, mais là, ça a mangé une bonne volée. Voilà, depuis le début de l'année, je regarde le Nasdaq, c'est moins 25. Canada est moins pire, ça a l'air, TSX? Canada, ben, c'est parce qu'on a du pétrole. On a des matières premières, donc on est sauvé. Le pétrole canadien a fait 39% depuis le début de l'année. Oh, OK. Lui, il nous tire vers le haut, dans le fond. Il y en a beaucoup qui ont fait un virement vers le pétrole. OK. Moi, je le vois, j'ai un groupe de discussion sur Cachemire Québec, Cachemire, où les gens, on a beaucoup d'investisseurs, on jase de ça, puis il y en a beaucoup qui ont viré vers le pétrole. Mais tu sais, l'immobilier, ça a été payant. Il y a des années, c'était stag. Ça y allait pas. Là, on est vraiment dans un bel élan. Mais l'immobilier, c'est toujours très... c'est toujours faut que tu aies un fonds de portefeuille dans l'immobilier. Tu sais, un immeuble qui traîne à quelque part, un loyer, un logement, un condo. Un 12 portes, un 8 portes. Oui, les gens vont te le dire. Puis là, tu le sais, tu en as près de toi aussi qui sont dans l'immobilier. Puis c'est des très bons rendements année par année. Je veux dire, puis dans les prochaines années, il manque 100 000 logements au Québec. On sait bien que ça n'arrêtera pas demain matin. Puis on envoie des projets. Ce qui manquait, il y a eu une période faste de condos. Ouais. Après ça, trop de condos. On a viré ça en condo location parce qu'on ne savait plus quoi faire avec. Là, il y a eu il manquait beaucoup d'appartements. On riait, mais on disait entre autres le long du Plessis à Québec, il y a des appartements qui sont là depuis 50 ans, 60 ans, à moitié rénovés, souvent presque jamais. Fait qu'on se disait, c'est sûr que dans le neuf, le logement, là, on est en train de rattraper, mais il en manque encore. Dans la région de Québec. Écoute, c'est incroyable. Là, mais le long de la capitale, pas loin des galeries de la capitale, c'est incroyable, les logements. Depuis Stéphane Huot, le promoteur, entre autres, il y en a d'autres, là, Logisco, la famille Laberge sont là-dedans, là, je veux dire. Oui, il y a des besoins.
l'immigration va amener aussi des besoins à chaque année. Je regardais à Toronto, c'est Mississauga, je pense, c'est l'équivalent de 100 000 personnes qui arrivent autour à Toronto. Hey, c'est une ville de 100 000 personnes qui se bâtit à chaque année. Là. C'est fou. Donc, les besoins sont là dans des Et prochaines le années. transrégional, Pierre, aussi, les gens qui partent d'une région qui s'en viennent à Québec. Québec gagne. Là-dessus, pour la première fois depuis un bon bout, Ouais. hein, même par rapport à Montréal, ben, tu sais, écoute, la base. Je jasais avec quelqu'un, j'étais sur les plaines d'Abraham, à un moment donné, le gars, il a une job, il était avec sa femme et sa fille de 11 ans, il me raconte sa vie à lui, mais je trouve que ça représente bien ce qu'on peut imaginer. Il dit, moi, j'ai une job en informatique, je peux travailler n'importe où dans le monde, puis ma femme et moi, on s'est dit, on va faire 2-3 ans par pays ou par continent, on va essayer va des se affaires. promener. Parfait. Fait qu'il était en Angleterre, il était même au nord, il est allé en Irlande, tout ça, puis ils ont fait 3 ans là. Après ça, il est allé en Espagne, Portugal, 3 ans. Là, il dit, on voulait faire le Canada, pays sécuritaire, toute la patente. Fait qu'il dit, on s'est installé pour 3 ans à Vancouver. Ben oui, j'ai dit, une belle ville à Tabarouette, je suis allé l'année Ah passée. ouais, puis le ça. coût de la Ouais. vie est très élevé. Là. Oui, mais lui, c'était pas ça. Sécurité. OK. Il dit, ma fille de 11 ans, elle allait à l'école, 2-3 fois par semaine, elle se faisait crier après par des itinérants. 8000 itinérants dans la ville de Vancouver. Ah C'est oui, pas- c'est un fléau. c'est un vrai fléau. Mais il dit, moi, là, c'était pas une question de savoir si la ville est belle ou pas belle. Puis travailler, je peux travailler n'importe où. Mais il dit, ma femme et mes enfants commençaient à se faire crier après. Puis c'est pas que ça, mais pour eux, c'était ça. Ouais. Donc, une ville où il y a des coûts très, très élevés, où il y a une certaine violence, surtout dans le sud. Fait qu'il dit, j'ai fait ni une ni deux. On parle quelques langues. Fait qu'on s'est mis, on a fait une recherche. Sécurité, plaisir de vivre, nature, de pop, Québec. Ben, Québec, Il écoute, vient de s'installer à Québec. Il n'est pas le seul à faire ça. Ouais. Mais c'est un exemple. Mais combien de Montréal, en voyant qu'il y a une attaque au fusil par semaine, ça quasiment? tire du gun pas mal à Ben, Montréal. assez pour faire peur. Si t'élèves des enfants, Ouais. ça se peut qu'une Ben, moi, je discussion... connais des gens de Montréal qui sont emmenés à Québec récemment. Là. Aucun doute pour moi, Ils ça. sont venus vivre à Québec pour la qualité de vie. Et la sécurité. Oui. Québec peut jouer là-dessus beaucoup, je pense. Parce que, tu sais, écoute, avant les fêtes, j'étais allé à San Francisco. Ah, la Mecque Oui, c'est des beau. technos, mais tabarouettes qui ont un problème d'itinérance dans les rues. C'est rendu problématique. Les gens se font attaquer. Là. Le gars Ah oui, sort, tu il fais est écœurer. bien, Tu bien- me regardes même pas. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu comprends qu'ils ont des problèmes mentaux Ouais. pour plusieurs. Mais est-ce que la réalité entre faut les intégrer puis accepter ça, c'est une chose. Mais est-ce que tu veux vivre dans ton quotidien avec des gens de même tout le temps? C'est ça la question. C'est ta vie Ben, à il faut toi. les intégrer, oui. Ils ont un problème d'intégration, mais il y a un problème aussi d'immigration. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont vers San Francisco, Incontrôlé. qui viennent de partout autour parce qu'il y a du cash, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire donner de l'argent par des gens. Les jeunes travailleurs techno, il y en a beaucoup. Écoute, la Silicon Valley est là. C'est San Francisco. Est-ce que tu penses que Québec, parce qu'en parlant un peu de la région de Québec, Ouais. oui, est attrayante. On sait que pour le tourisme, c'est encore une des villes les plus en demande. Puis on comprend que si on ouvre les frontières, la ville de Québec va en bénéficier. Mais quand tu dis on peut en profiter, il faut juste aller sur la rive sud de Québec et même la rive nord vers Port-Neuf, voir comment il y a de la construction. Moi, je pense aussi que l'interrégional nous amène de plus en plus de monde. Puis il va falloir être prêt à ça aussi. Oui, puis ça veut dire un troisième lien, moi, je pense, à l'est. Moi, je pense qu'il faut créer un périphérique. On peut pas s'en sortir. Il faut créer un désenclavement. Comment on Désenclavement, oui. Puis éventuellement, moi, je pense que Québec, Lévis, ça va devenir une ville. J'ai comme l'impression Moi qu'on aussi. on s'en va J'en ai vers parlé ça. au maire Marchand dans un fameux podcast, puis il me dit, moi, je suis pas contre, je dis pas que ça va arriver, mais ils ont des discussions intenses, puis on se rend compte qu'on doit travailler ensemble. Ah ben là, ben, de plus en plus. Puis je comprenais pas pourquoi Régis Labaume le faisait pas davantage. Bon, c'est un problème personnel peut-être. Plus de l'ego, là. Ouais. Ouais, puis- Mais moi, je vois éventuellement, écoute, une fusion des deux rives, ça va-tu se faire dans 15 ans, dans 20 ans? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça va se faire. Mais il faut avoir des liens. On peut pas continuer avec un pont de Québec qui est complètement inadéquat, désuet. Ce pont-là, dans 20 ans... Il n'était pas fait pour des véhicules à la base. Le Pompière de ce Laporte, type. il y a 50 ans, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des problèmes majeurs aussi. Donc, ça va prendre... Oui, mais si tout le monde était à la maison en télétravail, te dirait certains, on n'aura pas besoin. Oui, mais non, mais c'est vrai, c'est il y a- dans la il y a un discussion. retour aussi des gens Oui, au oui. au- Oui. Mais La mais relation humaine, mais Pierre, pour aussi, là. les camions, là, tu sais, c'est pour ça que moi, je pense que c'est un pont à l'est, au bout de l'île, là, dans ce coin-là. Je sais pas comment on arrange ça, là. Mais faut que les camions désenclavent puis que ça la fluidité. Autrement dit, les poids lourds sont pas obligés de passer au cœur de la ville. C'est ça que tu Et dis voilà. que soit. S'ils arrivent de la Côte-Nord, ils passeraient par là. S'ils arrivent du bas du fleuve, Mais ils c'est passent ça, un par là. périphérique, dans le fond, là, c'est un espèce Ah ouais. de... ça Le tourne, là. Toronto, on le vit très bien. Exact. Ils en ont deux Ben périphériques. là, à Montréal, quand tu veux pas passer par le centre-ville, ben tu passes par la 10 en bas, là, puis là, tu longes, puis là, tu repasses par-dessus le fleuve, puis là, t'arrives l'autre bord avant Rigaud. C'est quoi? C'est dans ces Oui. eaux-là? Là? Dis-moi, Pierre, quand on apprend presque mois après mois ou année après année que la région de Québec, au plan économique, s'en sort presque mieux qu'à peu près toutes les villes canadiennes, Oui.
Comment tu l'expliques? Toi, c'est quoi les grands facteurs? Population vieillissante aussi. Donc, la population active diminue beaucoup. Ça aide beaucoup à mettre pour la le taux de stat, chômage ok, je comprends. plus bas, là. Ouais. Université Laval, les entreprises, le gouvernement, évidemment, là, on s'en sort pas. Beaucoup de fonctionnaires. Donc, ça fait en sorte que ça stabilise. Quand il y a une récession ou quand il y a des problèmes économiques, le gouvernement ne met pas à pied tout le monde comme les entreprises privées peuvent faire. Là. Donc, ça l'aide. Mais moi, l'entrepreneuriat à Québec est très fort. Tu sais, je fais un podcast, je rencontre 2-3 entrepreneurs souvent. Des compagnies que tu connaissais même pas, qui sont très actives. Là. Ça fait 2 ans et demi, je vois pas le bout. Là. Tu sais, j'en rappelle quelques-uns fois, des gros succès, mais il y a des jeunes qui poussent, il y a des startups. Il y a quelque chose... En innovation. En jeu. Puis on peut ajouter dans la stabilité, si t'es d'accord avec moi, la finance puis les assurances. 15-20 000 personnes à Québec qui travaillent dans l'assurance. Industrielle Alliance, nomme toutes les compagnies d'assurance, SSQ, Beneva. Donc, c'est tout ça qui fait que après ça, la fibre optique, là, Lino. Je pense qu'on est très bien diversifié aussi. Puis la qualité de vie. Tu sais, tu regardes, tu élèves une famille ici à Québec, 20 minutes, tu es dans le parc des Laurentides. Écoute, moi, je pars faire du ski avec mon fils. On est à Limoilou. Je pars 20 minutes, j'étais à la porte de Stoneham le soir. Merveilleux. Ouais. Je fais 3-4 descentes. On a pris notre air, on a fait nos affaires. On s'est énervé un peu. On redescend dans notre voiture. Un autre 20 minutes, tu étais revenu chez vous. C'est exceptionnel, ça. As-tu l'impression que, je parle de la région Québec, mais ça pourrait être ailleurs, que la pandémie qui nous a forcé à changer nos habitudes va avoir une pérennité, autrement dit, aussitôt que ça va se mettre à mieux aller, mettons, dans 1 an ou 2, on va revenir à nos vieilles habitudes, on va dépenser... Là, on le voit, là, tu sais... Parce que c'est jamais très loin, nos habitudes. Je regarde ces routes, là, ça commence à revenir. Là. Oh, le trafic? Oui, il commence à avoir du trafic. Nous autres, on le fait à la radio, on donne notre trafic, puis il y a du trafic, c'est épouvantable. Les animateurs qui restent à Rive-Sud traversent. Il y en a qui arrivent des fois quasiment de tard pour le show de 6 heures parce que ils sont fait prendre. Oui, il y a des travaux, mais il y a beaucoup de trafic. Oui, il va y avoir ça aussi, mais je pense que la jeune génération va demander justement du 4 jours. Moi, les semaines de 4 jours s'en viennent, je te le dis. Là, c'était pas ça. Ça va revenir. On voit télétravail, vacances-travail. Tout ça est vrai. Puis l'autre chose que j'ai vue, parce qu'on a un ami qui travaille aux États-Unis, à qui on l'offre, des gens qui ont une job particulière à faire. Dans son cas, c'est elle travaille chez Facebook, mais elle travaille chez Amazon, tout ça. Et souvent, ce que eux veulent, pour X, Y raison, c'est qu'ils veulent travailler à l'heure qu'ils veulent. Fait que les entreprises, par exemple, elle va dire, mettons, moi, en après-midi, je t'allais faire du surf, ou peu importe ce qu'elle fait, ses commissions, elle avait quelque chose avec son auto, rentre à 8 h le soir jusqu'à 4 h du matin. Les entreprises permettent ça 24 heures par jour. Elle peut rentrer avec son chien. Les grosses compagnies de même, ils se disent, regarde, tu peux le faire. Fait que la flexibilité des entreprises pour garder leur monde, tu sais, dans le monde de la haute technologie, si t'es un peu trop difficile, tu vas perdre ton monde. Fait que tu sais, c'est pas juste travailler à la maison, mais travailler à l'heure que tu veux. Ouais, puis là, tu parles aux entrepreneurs, puis là, eux autres se sont rendus compte que pendant la pandémie, tout leur modèle d'affaires qui tenait sur le présentiel ne tient plus. Donc, tous les coûts de pieds carrés d'un bureau, ben là, tu vois qu'il y a des entreprises qui sont en train de refaire leur devoir et dire, écoute, moi, j'ai plus besoin de... je te donne 10 000 pieds carrés ou 5 000 pieds carrés. J'en ai besoin de la moitié. Puis je veux plus de bureaux fermés, je veux juste des bureaux. Les gens viennent, ils se branchent. Pas de nom. Tu prends celui que tu veux, tu te branches là. Même pas de bureaux fermés, là. Tout ouvert. Puis c'est comme ça que ça va marcher. Puis si vous voulez rester à la maison, restez à la maison. Puis... Et l'autre affaire, même si plusieurs entreprises, entre autres dans l'assurance, parce que j'ai des amis qui travaillent là-dedans, ont donné des montants forfaitaires au début pour s'acheter, mettons, un ordi plus puissant, un système Internet plus puissant, parce qu'au début, il y en a une gang qui était, je dirais juste une jambe, mais pas prêt pantoute à travailler à la maison. Fait qu'il y a eu des montants qui ont été donnés. C'était bien moins cher que de garder le monde, l'entreprise, les souterrains, l'entretien de ces bâtisses-là. Mais là, pendant ce temps-là, ils payaient, les autres, là, les entreprises. Oui, là, tu comprends? Là, le gouvernement du Québec va falloir qu'il fasse un ménage aussi, parce que lui, il a plein de pieds carrés. Inutilisé? Ben, voyons donc, il y a plein de fonctionnaires qui ne reviendront pas, là. Donc là, il y a ça. Là, c'est pour ça que je te dis que dans le commercial, il va y avoir un surplus et là, il va y avoir des promoteurs résidentiels qui vont ramasser ça puis ils vont faire des conversions pour essayer de convertir. Juste te dire, là, Pierre, comment... on sait que c'est une grande préoccupation, l'emploi, puis qu'il manque de monde, tout ça. Juste pour le fun, moi, je me considère comme retraité actif. Je fais mon podcast, tout ça, mais bon. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur Indeed, juste pour études socio-économiques, puis je me suis inscrit comme retraité actif qui veut travailler à la maison à temps partiel. J'ai entre 30 et 50 offres d'emploi par jour. Absolument. Non, je suis tombé en bas de ma chaise, j'ai dit, voyons donc, puis des choses souvent très intéressantes. Je les prends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est étonnant. Je me dis, donc, quelqu'un qui veut, mettons qu'il veut songer à changer de job parce qu'il n'est pas si heureux. C'est le temps.
C'est le temps actuellement. Si tu veux Des fois, ils t'offrent les cours de mise à jour payés. Venez-vous-en, on va vous former. Oui. Ah ouais, non, là, c'est le temps. Puis pour non seulement ça, mais améliorer son sort dans l'entreprise. Tu vas voir le boss, écoute, le voisin de l'autre bord m'offre 20 000 10 000 de plus ou 20 000 de plus. Ben, c'est reconnu, là. Quelqu'un qui a changé d'entreprise souvent va gagner des fois 50 60 000 $ de plus après 10 ans que s'il était resté dans l'entreprise. Donc là, on le voit, nous, ça. Ici, on commence à voir ça, là. Donc, effectivement, si tu veux, tu veux pivoter ou si tu veux changer de boulot, d'entreprise, c'est le temps. J'avais un questionnement qui est plus sur la vitalité économique concernant le troisième lien et le tramway. Ouais. Je veux qu'on parle de ça. Outre le fait, on aurait-tu dû avoir un tramway, aurait-tu dû se rendre là, il faudrait-tu... Bon, c'est pas ça du tout que je veux parler. Je veux parler du fait que quand le tramway va être en marche, il est déjà en marche parce qu'on comprend qu'il y a des études qui se font. Moi, la question, c'est, y a-tu 3000 personnes qui vont travailler là-dessus? Parce qu'il va y avoir du monde, là. Tu sais, quand tu vas faire les rails, on a pour 5 ans à enfantianiser la vie des gens parce que ça va chialer. Moi, j'ai hâte de voir les coûts. Moi, je te le dis, j'ai peur aux coûts. On va sortir les enveloppes l'année prochaine. Ça peut pas être mieux qu'à Montréal, Pierre. Ça sera pas mieux. Ça va coûter 40% plus cher. Je comprends, mais c'est un projet qu'on nous a vendu à 3 milliards, 2 milliards, au début 3,3. Ça va finir à 6-7. Là, on est à 4. On va aller à 6. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, la capacité de payer, là, qui va payer? La Ville de Québec va se ramasser avec une facture incroyable, là. Ben, c'est l'ensemble du Québec qui paye le plus gros de la facture. Oui, mais là, tu sais, à un moment donné... non, je suis pas en train de dire que je suis content, là. Là, on s'est entendu sur un dépassement de coûts. Le provincial a dit, je vais payer 40% sur 4 milliards. Ben, attends une minute, mais qu'on tombe à 5 et à 6... Ils vont-tu être là? Moi, le fédéral, je l'ai pas entendu encore, là. J'ai pas vu la main levée non plus, moi non plus. Là, tu comprends? Ah, mais Pierre, quand ça coûte plus cher à Montréal, est-ce que tu penses que c'est juste les Montréalais qui payent plus cher? Oui, je comprends, mais la capacité de payer aussi... non, c'est sûr. Je veux dire, c'est un projet, 1, puis 2... Je te parle des coûts, mais 2, oui. là, au niveau de l'acceptabilité sociale, ce projet-là passe pas. Non. Écoute, je parlais avec un... C'est encore pas plus que 50-50. Je parle avec un important employeur dans le commerce au détail de Québec. Il dit, j'ai son dos auprès de mes employés, mais j'ai des petits employés de 16 ans, 17 ans. 12% des gens vont prendre le tramway. Ils en veulent pas. Je veux dire, c'est pas... Il y a personne qui se lève le matin à Québec pour dire, hey, wow! Yes! Moi, je pense que c'est un paquet de problèmes. On va engorger l'économie, surtout le centre-ville. Puis après ça, une dalle de béton pendant, je sais pas, 100 ans, je sais pas. Mais tu penses pas, toi, qu'il va y avoir une impulsion économique le temps de la construction parce qu'il va y avoir énormément de travailleurs? Non, mais c'est vrai. C'est vrai de bien des grands projets. On est déjà en pénurie de travailleurs. Là, ce qui va arriver, c'est que les... C'est du déplacement, oui. Ben, 1, puis 2, les gars vont charger cher, là. Donc, cette facture-là, on devait payer 3 milliards, on est rendu à 4, elle va être à 7 puis à 8. Puis ça, c'est un premier tronçon. Moi, j'ai peur. Moi, je sais pas... Moi, je pense qu'en tout cas, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que j'essayais de me faire une tête. Dans le fond, j'ai dit, il n'y a personne qui a la science infuse. Ce que je remarque, c'est que partout ça a été construit, à peu près partout, quand c'est construit, il y a beaucoup plus d'acceptation parce que le monde, coudonc, finalement. Oui, mais t'as même pas 50%, là. T'es à 38. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis on n'a pas senti la ferveur ni de Labaume au départ, ni de Legault au départ. Là, il a mis son pied à terre à un moment donné en disant, on a compris que le caucus de la région de Québec n'en voulait pas, là. Ben, clairement, là, je veux dire, Ricard s'est fait élire là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens à Québec qui sont fait élire contre le tramway. No way tramway, souviens-toi très de bien, ça. très bien. Écoute, moi, ce que je vois, problème, écoute, ça va être du cash, puis ça va être pain. Ça me surprendrait pas. Tu sais, je verrais davantage un projet pour Québec, un métro avec un premier axe, là, Haute-Ville, là, de la colline jusqu'à Laurier-Québec. Puis à partir là, là, travailler sur des dizaines d'années. Oui, puis si t'empruntes... Moi, écoute, ça fait longtemps que je pense comme toi. Je sais pas si tu le savais, mais moi, le métro, je me disais, ne serait-ce que pour les conditions climatiques. Mais voyons. Il fait pas beau quasiment 8 mois sur 12. Le vent, la pluie, puis tout. Fait tu payes, tu fais comme... Mais Toronto a commencé de même. Ils ont fait une ligne seulement, je sais pas si tu te rappelles, juste, qui va au lac Ontario, qui s'en va une ligne nord-sud, c'est fini. Puis après ça a pris 5 ou 10 ans, une autre ligne. Fait que tu après ça, Québec-Lévis. Puis si t'empruntes sur une période... Parce qu'un métro, c'est bon pour 100... On le voit, là. 50? Les taux d'emprunt, ça peut aller même sur plus de 100 ans, là. Ben vois-tu, le métro de Londres date de 1870 à peu près. Ouais. Bon, ça fait 150 ans et plus. Je te dis pas qu'on veut un métro comme ça. Il était évidemment renouvelé, rénové et tout. Mais c'est pas comme une maison sur 25 ans. Exactement. Puis moi, faut le voir demain. Moi, je le vois comme un leg aux générations futures. Donc là, on parle de léguer un projet sur plusieurs années, sur 3 générations, là. Et sais-tu, Pierre? Les Parisiens, eux autres, là, qui profitent du métro-là, ben, c'est des gens de 1850, 1890 qui ont pensé, là. Quand tu as un métro comme Paris, prenons l'exemple de Paris ou les grandes villes, tu arrives là, ça devient un moyen de transport. C'est sûr que c'est ça.
Parce que le stationnement est hors de prix, tu vas être pogné dans le trafic. Tout. Mais tu sais, prenons l'exemple de Vancouver. On parlait de Vancouver tantôt, qui ont fait un mélange des deux. SkyTrain. Ben oui, le SkyTrain extérieur en dehors d'un banlieue, puis quand tu arrives en ville, il rentre en dedans comme un métro. C'est ça. Ça, je trouvais que c'est un beau compromis. Moi, je trouve ça... Québec le font, mais sur un demi-kilomètre, là. Ouais. C'est pas assez. Il y avait une occasion, Écoute, là. imagine ça en ville, le tramway qui passe au coin de René-Lévesque, Cartier. Non. De la place pour deux Parce vélos à qu'à droite. l'origine, il devait sortir sa rue des Érables ici. Là, Ça me semblait plus logique. Oui. Puis là, ben, c'est pas ça qui arrive. Là. Pour couper, parce qu'on a coupé. Là, Et pourtant, on sait comment ça va finir. Ça va coûter cher pareil. Là. Ben, on se ramasse avec un projet de pauvre. Moi, tant qu'à y être, allons-y avec un métro, puis travaillons en dessous, puis... Faisant moins long au début. Écoute. Alors, moi, probablement trop tard, j'imagine. Là. On verra. On verra, peut-être. Dernier point, Pierre, on va être obligé de se reparler, c'est bien le fun. Moi, je veux que tu me parles un peu des bitcoins puis le pot. Parce que j'ai entendu tellement de mes chums, hey, écoute, j'ai une compagnie de potes, je m'en vais là-dedans, puis c'est puis ça. Puis il y en a qui ont perdu de l'argent, sans dire qu'ils ont perdu leur chemise, ça n'a pas été le Klondike. Les bitcoins, je connais pas ça, j'ai aucun jugement. Ben moi, je donne une conférence sur les cryptos, là, okay. Fait que je peux t'en parler des bitcoins. Là, tu vois, gars, il remonte aujourd'hui. Là. En temps réel, Pierre est sur son cellulaire. Je regarde le bitcoin, là, et il remonte 2000$ aujourd'hui. Là. Mais tu sais, il faut jouer le bitcoin comme on joue un stock à bourse, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Okay. Et si tu as compris ça, puis tu as compris que dans le fond, il n'y a pas plus que 21 millions d'unités en circulation. Il y en a 19 actuellement, puis au cours des prochaines années, là, il va en avoir 21 millions. Il n'y aura pas plus que 21 millions de bitcoins en circulation. Donc, qui a décidé ça? C'est le fondateur de Bitcoin. Là. Il a dit, c'est ça qu'on a. On va avoir une unité limitée, donc ça va créer de l'offre et de la demande. Et quand tu regardes un peu qui détient les bitcoins, il y a les baleines qu'on appelle. Là. C'est entre 1000 et 10 000 détenteurs de bitcoin à 30 000$ US. Là. C'est-tu des grosses corpos qui ont ça ou des privés? Il y a des privés, il y a Tesla qui en ont, des corpos, il y a MicroStrategy. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des baleines qui achètent, qui font monter le prix du bitcoin. Puis à un moment donné, ils vendent. Puis les petits poissons, ben s'ils n'ont pas vendu, ben les autres, ils tombent avec le bitcoin. Donc, c'est un peu ça. C'est un jeu de comme un offre et de demande. Hein. C'est ça. Sauf que, moi, écoute, pour te prouver que je connais pas ça, le bitcoin, c'est, tu sais, mettons de l'argent. De l'argent, je sais que tu peux prendre de l'argent. Je sais que Interact, tu as ton compte, tu as accès à ton compte. Bitcoin, es-tu lié à ton compte? Tu peux-tu payer avec ça? Oui, à cette heure, il y a plein de compagnies qui l'offrent, le paiement. Puis de plus en plus, on va le voir. Là. Je pourrais m'acheter une Tesla en payant en bitcoin. Oui, Tesla accepte le bitcoin. Ben, vu qu'ils sont là-dedans, j'imaginais, j'ai pris ce nom-là parce que tu l'as nommé. Exactement. Mais avec ton portefeuille, là, Visa a une carte de crédit en crypto. Donc, tu as une carte de crédit en réel là, que tu achètes des biens. Qui va dans ton compte crypto à toi. C'est ça. Puis ils viennent chercher selon les montants parce que le bitcoin il est divisible. Là. C'est pas parce qu'il vaut 30 000 que c'est une unité. Non, tu peux acheter des centièmes de bitcoin. Donc, il y a ça qui s'en vient. Là, ce qui s'en vient, c'est les NFT, le métavers, les non-fungible tokens. Et ça, tu payes ça en crypto-monnaie. Fait que dans le fond, il faut créer des produits pour qu'on puisse acheter en crypto-monnaie. C'est quoi l'avantage de ça par rapport à la monnaie habituelle? Ben, tu as beaucoup moins d'intervenants aussi. Parce que quand tu payes avec ta carte Visa, ben Visa te charge une cote. La banque te prend une cote. Tandis que quand tu es en crypto, tu as moins d'intervenants. OK. Donc, le premier avantage, c'est que tu as moins d'intervenants, de moins de pourcentage qui est pris à gauche ou à droite. Ben, c'est la décentralisation des transactions. C'est tout de la blockchain, de la chaîne de blocs. Donc, c'est dans le cas de Bitcoin, ceux qui vont créer, qui vont donner de l'énergie de leur ordinateur quand tu mines du Bitcoin, tu donnes de l'énergie pour ajouter les transactions de la chaîne de blocs. Donc, tout est décentralisé. C'est pas centralisé dans un ordinateur à telle adresse, à telle place. Tout est... Ils appellent ça de l'économie décentralisée. Là. Donc, ceux qui n'aiment pas la mainmise, d'une certaine façon, des banques, des grandes banques sur nous, le Big Brother, il y a mieux le Bitcoin parce que c'est un peu plus indépendant. Est-ce que je peux dire ça? Oui, absolument. Puis, tu sais, le Bitcoin parti à... Il était même pas une pièce, là, il y a quelques années. Là, il était rendu à 30 000 US. Ça, c'est une unité. Une unité de Bitcoin. Et on voit monter ça. On dit qu'on pourrait peut-être atteindre les 100 000. OK. Autre question néophyte. Quand on parle, mettons, d'argent, il y a des valeurs selon les pays, selon les monnaies. Bitcoin, c'est toujours pareil partout que j'en achète en Espagne ou à Québec ou à New York. C'est Bitcoin, ça va la même affaire. Oui, et c'est pour ça que Tesla en achète, dans le fond, parce que sur les monnaies, tu as beaucoup de frais, hein? De banque, puis de transactions, puis de... Alors que si c'est en Bitcoin, ben, tous tes frais liés à l'utilisation des monnaies dans tous les pays,
ben, tu ramènes tout ça en Bitcoin. Donc, il y a beaucoup d'économies pour ces compagnies-là qui sont partout, là. À l'international. Donc, on ramène tout en dollars US et en Bitcoin. C'est vrai que quand quelqu'un qui a loué une maison, mettons en Espagne pour une semaine de vacances, tu vas dans des sites comme Verbo, le VRBO, puis quand tu vas à la banque, le Swift, frais, le oui. ci, le ça, c'est 15 piastres, 20 piastres. Fait que tu as 30, 40, 50 piastres C'est ça. de frais. Bitcoin, ça ne sera pas pareil. C'est ça que tu me dis? Ben, c'est-à-dire que si tu l'offres le C'est paiement... l'offre, OK, c'est l'as direct. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, il y a beaucoup d'enflures. Il y a beaucoup de cryptos qui vont disparaître. Je pense qu'on va avoir un ménage. Ah oui? Mais le Bitcoin va rester, l'Ethereum vont rester, d'après moi, là, ce que je vois. Là. OK. Il y a beaucoup, tu sais, on a le scandale Luna, là. Ça, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Là, tu sais, ça valait 100$ US, puis là, ça vaut 0,0002. Il y en a qui se sont essayés, mais il reste des majeurs. Bitcoin en est un. Bitcoin, d'après moi, moi, je l'appelle la mère de toutes les crypto-monnaies. Là. Je pense que le Bitcoin est là. Des prochaines années, tu vas voir, là, ça va repartir vers le haut. Puis il y a du monde qui vont l'acheter en haut puis qui vont le vendre en bas. Comme à la bourse, là, ils vont se faire laver. Faut que tu comprennes que c'est toujours cyclique comme ça. Donc, quand tu as compris ça, quand tu as compris que c'est des unités limitées. T'en as pour combien de millions, toi, personnellement? Ah non, moi, j'en ai pas beaucoup. Ce que je fais, T'es allé un petit peu au début? Ben moi, j'achète des compagnies à la bourse. Donc, facilité de transaction par rapport à facilité sur les plateformes de Bitcoin là, qui sont... OK. Là-dedans, il y a un ménage qui va se faire aussi. Mais moi, j'achète des compagnies qui minent le Bitcoin, donc Bitfarms, Hive, compagnies canadiennes qui sont à la Bourse de Toronto. Donc ça, j'achète ce genre de titres-là. Eux autres gèrent pour toi, dans le fond, Eux autres, ils minent. Donc, eux autres, ils se font payer pour fournir de l'électricité. Eux autres, c'est des fermes d'ordinateurs. Là. OK. Puis eux autres, ils fournissent de l'électricité à Bitcoin. Puis quand ils trouvent des Bitcoins, parce qu'ils génèrent de la chaleur pour eux autres, de l'énergie, ben ils se font rémunérer. De cette façon-là. C'est pour ça qu'il reste 2 millions de bitcoins en circulation qui vont être donnés éventuellement. C'est pour les mineurs, pour récompenser les mineurs qui, eux autres, donnent de l'énergie, leur énergie d'ordinateur, pour créer les chaînes de blocs, les chaînes de transactions qu'on voit. Donc, c'est complètement fou. C'est un monde dans un monde. Là. Ça va me prendre un podcast au complet pour comprendre comme faux, là, mais là, ça me donne une idée. Je n'étais pas là pantoute. Là. Je commence à mettre un petit pas là-dedans, puis je veux pas être spécialiste. C'est pour ça que Bitcoin, on dit proof of work. Dans le fond, c'est tu prouves que tu es capable de fournir de l'énergie au réseau et on te rémunère en conséquence. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits ordinateurs là, qui font de l'argent avec ça. Là. Le petit ordinateur, elle roule et elle génère beaucoup de chaleur aussi. Mais elle, dans le fond, elle fournit de l'énergie, elle fournit des données au réseau Bitcoin pour que les gens fassent des transactions. Le fameux projet de milliards là, sur la rive sud là, de l'ancien, voyons, Christy, parce que je veux dire son nom, Saint-Nicolas, pas Saint-Nicolas? Oui. Tu sais, le gros projet. Q-Scale. Oui, c'est ça, Q-Scale. C'est-tu ça un peu qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller... Je parle de l'énergie, là, je parle pas des bitcoins. Ouais, non, lui, c'est un centre de données, mais pour des transactions beaucoup plus... Spécialisé? Oui, parce que lui... J'ai jamais entendu parler de bitcoin là-dessus, mais je me disais qu'il y a beaucoup d'énergie. Il disait qu'il allait même en libérer pour faire de l'agriculture à côté, un genre d'intégration. Mais lui, c'est des centres de données de haut niveau, là. Parce qu'il y a de l'algorithme. Donc, c'est des centres de données... archi spécialisés, on comprend. Parce qu'eux autres, il y avait 4 degrés à l'époque. Oui, exactement. Ils ont vendu ça. À Québécois, je pense. Je me demande si c'est pas Québécois. Québécois l'a revendu à quelqu'un d'autre. Tout le monde prend sa cote là-dedans. Mais eux autres, ils sont là, sont en construction. Oui. Et il y a beaucoup de phases à venir. Donc, c'est beaucoup d'argent, ça aussi, qui va être mis dans Merci, Pierre. À bientôt. Pierre Couture. Ça fait plaisir. On l'entend à choix. On le lit partout. Salut, bye. Salut.